Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Télésud Global Africa. Merci de votre fidélité à tous les programmes de la chaîne. Panel Hebdo, l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs invités, à nous livrer leurs commentaires, analyses et aussi leurs humeurs de temps en temps sur les grands faits de l'actualité dans le monde et en Afrique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maître Jean-Paul Benoît. Bonsoir à tous. Comment allez-vous, Maître? Bon, très bien, très bien. Jean-Paul Benoît, avocat, député européen honoraire et ancien haut fonctionnaire. Grégory Sileni est avec nous. Revoilà Grégory après les vacances. Bonsoir Francis, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous après ces vacances? Très bien, ravi de vous retrouver. C'est toujours une ambiance chaleureuse et avec un grand plaisir de débattre. On est très heureux de vous retrouver également, Grégory. Alfred Changol-Lokoro, toujours là, bonjour. Bonjour Francis. Maître de conférence à la Sorbonne. Et nous avons un invité spécial. Nous accueillons aujourd'hui dans cette édition Vivien Romain Manangou, coordonnateur du parti Debout pour le Congo et du mouvement des mécontents, également universitaire. Vivien Manangou, bonjour. Bonjour Francis et merci de m'accueillir. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous venez de publier Le quinquennat transitoire, c'est le titre de votre nouvel ouvrage, le quinquennat transitoire avec un sous-titre « 5 ans pour remettre le Congo sur les rails ». Et c'est aux éditions Les Mécontents. Avec vous, nous ferons un grand angle sur le Congo-Brazzaville, un pays qui est devenu très discret dans le champ informationnel depuis quelques années. Et alors qu'une nouvelle élection présidentielle se profile, ce sera donc en mars 2026, nous allons faire un point sur la situation politique, la vie économique et sociale, ainsi que sur les attentes des Congolais à quelques mois de cette nouvelle présidentielle. À quoi ressemble donc le Congo aujourd'hui, 28 ans après le retour au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso? Réponse dans quelques instants avec notre invité spécial et avec tous les chroniqueurs présents dans cette émission. Autre sujet dans cette émission, ou plutôt une interrogation, où en est l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, accord signé en juin dernier à Washington sous l'égide du président américain Donald Trump. 3 mois après, difficile de dire que les armes se sont tues à l'est de la RDC. Explication dans cette émission. Et enfin, nous reviendrons sur la situation politique, sur la situation de crise en France, où l'on se demande dans quel délai le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, pourrait former son gouvernement. C'est la grande solitude du Premier ministre français. Nous en parlerons en tout cas dans cette édition de Panel Hebdo. Voilà donc pour le sommaire. Grand angle donc sur le Congo-Brazzaville avec vous, Vivien Romain Manangou, coordinateur du parti Debout pour le Congo et du mouvement des mécontents. Je vous disais, vous êtes universitaire, vous enseignez à l'université Marine Ngouambi à Brazzaville, c'est ça? Oui. Alors, donc, vous êtes coordinateur de ces deux mouvements, Debout pour le Congo et le mouvement des mécontents. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ces deux mouvements? Que représentent-ils sur l'échiquier politique congolais? Alors, le Debout pour le Congo était un parti politique qui existe depuis 2019. Et nous sommes installés dans quasiment les 15 départements du pays. Nous avons participé aux dernières élections législatives et municipales. C'est un parti que nous avons créé avec d'autres amis, d'autres compagnons, partant du principe que sur le terrain politique, il n'y avait pas une offre qui correspondait à nos attentes, qui prenait en compte les réalités sociologiques congolaises. Parce que dans le paysage, on a des partis qui se disent de gauche, certains de droite, d'ailleurs plus de gauche que de droite, sans que l'on ne voit bien le sens de ces idéologies quelquefois importées et qui ont très peu d'emprise sur les réalités congolaises. Et donc nous, on a essayé de créer un parti politique. Par exemple, notre parti se dit anti-tribaliste. Parce que nous partons du principe que le tribalisme est une question idéologique plus importante, par exemple, que les rapports entre la droite et la gauche au Congo. Et donc voilà pourquoi on a créé ce parti. Quant au mouvement des mécontents, c'est un mouvement plutôt récent qui date de 2024. Oui. C'est un mouvement de jeunes, de jeunes mécontents. L'idée est partie de la société civile, des gens qui se disent pourquoi faire de la politique alors que rien ne va,
puisque la politique est incapable de répondre aux besoins vitaux des Congolais. Et donc ce mécontentement-là, nous on a essayé de donner un visage à la fois politique et citoyen à ce mouvement. Et voilà le mouvement de mécontents qui existe aussi aujourd'hui et qui fait face aux réalités. Dans votre ouvrage, vous faites des propositions pour cette jeunesse, on y reviendra tout à l'heure. Et votre ouvrage donc s'intitule « Le quinquennat transitoire ». De quel quinquennat parlez-vous et où commence-t-il, où se situe-t-il ce quinquennat? Alors le quinquennat transitoire, c'est le quinquennat qui va arriver, c'est-à-dire celui qui va démarrer en 2026. Jusqu'en 2031, c'est-à-dire après la présidentielle. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Congo, on est un pays plutôt expérimenté dans les transitions. On a eu une première transition, disons une transition coloniale, celle qui a été imposée entre 58 et 71, c'est-à-dire la période où le pays a accédé à l'indépendance. On a eu une période transitoire au milieu, puis on en a eu une autre qui est arrivée plus tard après le coup d'État, l'assassinat du président Massamba Deba et donc l'arrivée au pouvoir du président Gouabi. Et s'en est suivi l'assassinat du président Gouabi, 1977, une transition qu'on appelait le comité militaire du parti, transition, disons, militaire. Ensuite, on a eu une autre transition en 91, disons une transition, moi, les autres disent démocratique, moi je dis plutôt élitiste, puisque cette transition, ça a été quelques élites qui ont imposé au pays leur vision. Il n'y a jamais eu d'élection, de consultation populaire. Puis il y a eu une autre transition, et c'est la dernière, celle de 97, transition autoritaire, après le coup d'État du président Sassou de 97. Vous appelez ça un coup d'État, certains appellent ça une guerre civile. Non, c'est un coup d'État. Non, mais bon. On peut en penser ce qu'on veut. Diversement, bon, très bien, mais c'est un coup d'État. Qualifié. Mais quand on arrive au pouvoir par la force, comment ça s'appelle? Bon, c'est pas très compliqué, le droit pose des défis. Il y a eu une guerre quand même. Ben oui, justement, on est arrivé par la force. Donc c'est un coup d'État. Alors, après, on peut faire ce qu'on peut dire ce qu'on veut. La réalité, c'est qu'en 97, au Congo... Je rappelais juste, en fait, une autre interprétation qui est également véhiculée au Congo. Cette interprétation-là, elle est erronée, parce que M. Sassou, en 97, n'a jamais été élu. Il a pris le pouvoir par la force, ça s'appelle un coup d'État. Bon, très bien. Contre le président Lissouba. Contre le président Lissouba, qui a été chassé alors que son mandat arrivait à expiration en août 97, pour être précis. Alors donc, cette transition-là, qu'on appelait transition flexible, qui a duré de 97 à 2002, c'était une transition autoritaire imposée par les vainqueurs de la guerre. D'ailleurs, l'objectif de ce bouquin, c'est d'inviter les Congolais à fermer la parenthèse de 97. Parce qu'en réalité, la décadence du pays part de là. C'est-à-dire que les vainqueurs de la guerre n'ont jamais compris qu'après la guerre, le plus important, et là je vais citer Villepin, après la guerre, le plus dur, c'est faire la paix. Même lorsqu'on a gagné la guerre. C'est-à-dire que derrière, il fallait reconstruire un pays et non pas créer le pays des vainqueurs de la guerre. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un pays des vainqueurs de la guerre, avec, on a donné des postes à des gens qui ne pouvaient pas diriger, des militaires ou, je ne sais pas, quelques voyous qu'on a mis en responsabilité, et ça a conduit à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire 94% de taux d'endettement. Voilà la catastrophe dans laquelle le pays se trouve. Donc l'idée avec ce quinquennat transitoire... Attendez juste un instant, parce que évidemment vous faites également un état des lieux dans votre ouvrage, et vous parlez justement de la situation économique. 94%, la dette représenterait, selon vous, enfin selon les chiffres officiels en tout cas, 94% du PIB. Oui, voilà. Exactement. Une dette qui aurait donc doublé... non, mieux en Europe. Une dette qui aurait triplé en 3 ans. En 10 ans. Une dette qui aurait triplé en 10 ans, malgré l'assistance du FMI. D'accord. Alors, à quoi a servi cette dette, cet endettement finalement? Est-ce que cela a servi à améliorer tant soit peu la vie des 6 millions de Congolais? Non, bien sûr que non. Et c'est bien le problème. C'est que cette dette sert à financer les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on s'endette pour payer des salaires. C'est une véritable catastrophe. Monsieur Laloupo... Et également pour payer le train de vie de l'État aussi. Oui, quand je dis les salaires, ça résume en fait toutes les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire la mauvaise dette, celle qui n'est pas liée aux investissements. Le Congo n'a toujours pas de véritable route, pas de rails. Les hôpitaux sont dans des états complètement piteux. La jeunesse veut fuir. C'est un pays qui est au bord de l'éclatement économique et social. Et avec un taux de dette qui est... 400 milliards les intérêts de la dette pour 2025. 400 milliards. 400 milliards. Plus que le budget de l'éducation, plus que le budget de la santé, plus que le budget de la sécurité, tout ce que vous voulez. C'est le premier poste budgétaire. 8 257 milliards de dettes au Congo. Je suis enseignant d'université aujourd'hui. J'ai 4 ans. Franc CFA, évidemment. Franc CFA. Évidemment. Franc congolais en RDC. Franc congolais en RDC. Franc congolais en RDC. Oui. Et cette question de la dette,
elle annihile tout espoir pour une jeunesse congolaise. 70% des gens au Congo ont moins de 35 ans. Avec cette dette, quel sera leur avenir? Alors, vous écrivez que le pays se dirige vers une élection majeure qui va impacter, écrivez-vous, son avenir pour les 20 prochaines années. En quoi cette élection, la prochaine, impacterait la vie des Congolais davantage que les précédentes? Parce qu'il nous semble que cette élection devrait être la dernière d'une certaine génération. Pourquoi la dernière? La dernière parce que, si vous voulez, je vous parlais tout à l'heure de la parenthèse ouverte en 97. Elle doit être la dernière parce que, si vous voulez, toute cette génération-là arrive à un certain âge où, même par la force naturelle des choses, elle va céder. On pense quand même à la candidature, effectivement, de Denis Sassou Nguesso, qui va certainement se représenter à la présidentielle. Il y a 10 ans, sa candidature va susciter quand même de vives tensions dans le pays, de graves tensions même dans le pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, à quelques mois de cette élection. On a l'impression que finalement, les Congolais se sont habitués à l'idée d'une présidence à vie du président. Non. Les Congolais sont des gens lucides. En 2000... lucide ou résigné? Lucide. Non, pas résigné, lucide. La preuve, vous avez un Congolais en face de vous. Je vous pose la question. Vous avez un Congolais en face de vous qui vous dit... Vous n'avez pas l'air résigné, non? Pas du tout. Non. Nous sommes un peuple lucide. On peut être lucide et résigné, d'ailleurs. Alors, nous sommes lucides et combatifs, si vous voulez. Ah bon, voilà. En 96, le président Sassou n'avait pas le droit de se représenter. Oui. C'est pour ça qu'il y avait eu tout ce que vous avez vu, tout le chef qu'il y a eu dans le pays. En 2016, en 2026, il en a... Pardon, 96, je dis 96, non. En 2016, il n'avait pas le droit de se présenter après avoir fait 2 mandats. La Constitution le lui interdisait. En 2026, il en a le droit. Parce que la Constitution de 2015 lui permettait de faire deux mandats renouvelables, de faire un mandat renouvelable 2 fois. Oui. Donc, si vous comptez, ça devrait être, ça doit être le dernier mandat du président Sassou. Donc il n'y a pas de raison de l'empêcher d'être candidat, puisque la Constitution lui autorise. Nous l'empêcherons d'être président, c'est-à-dire nous allons faire en sorte qu'il soit battu par les urnes. Voilà. L'année prochaine. Dans quelques mois. Nous l'empêcherons d'être de nouveau président du Congo, parce qu'il a échoué. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes personnels avec M. Sassou. Donc on revient à ma première question. Donc le quinquennat transitoire dont vous parlez dans votre ouvrage, c'est le quinquennat d'après Sassou Nguesso. C'est le quinquennat qui doit se faire après Sassou. L'idée, c'est laquelle? L'idée, c'est de dire que la situation du pays est telle qu'une alternance classique ne suffirait pas. Je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque M. Trump remplace M. Biden aux États-Unis, vous connaissez l'histoire aux États-Unis, on vient avec l'administration Trump qui remplace l'administration Biden. Mais parce que vous avez une administration de substitution ou remplaçable qui existe. Et aujourd'hui, au Congo, si vous voulez... quel est le personnel politique disponible aujourd'hui pour assurer cette transition? Et c'est pour ça que je vous dis, il est donc impossible aujourd'hui, dans la situation de notre administration aujourd'hui, complètement corrompue, complètement à la rue, qui subit 28 ans de laisser-aller administratif, il est impossible de dire que nous allons arriver, qu'il faut que tout le monde parte pour remplacer. Non, il faudra donc un consensus après cette élection pour essayer de reconstruire quelque chose. Au moins de redonner, c'est pour ça qu'on parle de remettre sur les rails, de reconstruire un État congolais avec quelques fondements, c'est-à-dire rebâtir l'école. Aujourd'hui, 70% des élèves au Congo, jusqu'au CM1, ne savent ni lire ni écrire. 70%. Allez. Voilà. Alors, donc, c'est ça l'objectif. Vous notez dans votre ouvrage quand même que les jeunes, notamment, en tout cas que les Congolais de manière générale, se désintéressent de la prochaine élection présidentielle. Comment vous expliquez ce désintérêt? Parce que vous parlez de Congolais à la fois lucides et combatifs. Et par ailleurs, vous parlez d'un désintérêt vis-à-vis de cette élection. Si cette élection ne suscite pas, je dirais, un certain engouement, un engagement, une mobilisation des électeurs, comment pensez-vous que cela pourrait changer la donne dans votre pays? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'offre politique. Les Congolais semblent se désintéresser ou se désintéressent à ce jour parce qu'il n'y a pas d'offre politique. Aujourd'hui, si vous regardez le paysage congolais, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les partisans du président Sassou qui ont commencé à faire campagne, mais sur quelle base? En essayant de dire c'est le seul, c'est le seul, c'est le seul. C'est le seul, ce n'est pas un argument politique. Il existe encore une opposition aujourd'hui au Congo-Brazzaville? Bien sûr, moi qui vous parle, je suis un opposant, il y en a bien d'autres. L'opposition existe. Vous en pensez ce que vous voulez, mais l'opposition existe. Alors... Oui. Non, mais la question s'oppose, parce qu'on a l'impression que l'opposition, et que les oppositions étaient laminées méticuleusement depuis au cours de ces 10 dernières années. Non, mais vous savez, le problème c'est que vous regardez toujours... Il faut reconstruire aussi l'opposition, oui, bien sûr, sans doute, mais si vous voulez, moi je veux vous dire, si vous voulez, l'opposition aujourd'hui, vous savez, il y a une opposition qui existe, qui est loin d'être l'opposition dont vous rêvez ou dont vous pensez.
c'est-à-dire une opposition politique organisée. Il y a une vraie opposition qui existe. Je vais vous prendre un exemple très simple. En 2025, l'opposition de l'ombre. l'opposition populaire, c'est-à-dire tous ces gens que nous appelons les mécontents. Maintenant, il faut simplement les canaliser. Moi, je veux vous dire, jamais depuis que l'opposition a existé, et je prends ma part comme acteur de l'opposition, jamais depuis que nous avons eu des organisations d'opposition, nous avons réussi à faire reculer le gouvernement sur des propositions de loi. Internet, les réseaux ont réussi à le faire. La loi des finances 2025, il y a des projets qui ont été virés. Par exemple, projet d'augmentation, de création d'une taxe sur les appels téléphoniques. Ça a été retiré rien que par la bronca citoyenne. Je vous prends l'exemple des accords avec le Rwanda. Les accords avec le Rwanda ont été virés par la bronca. Donc ce que je veux vous dire, c'est que... C'est une opposition sur les réseaux sociaux. Bien sûr, non, elle existe sur le terrain. Oui. Simplement qu'elle n'a pas aujourd'hui de visage identifié. Elle n'est pas structurée. Elle n'est sans doute pas structurée, mais elle existe. Elle existe. Qu'est-ce que s'est-il passé alors? Parce que bon, par exemple, voilà, on sait qu'un certain nombre d'acteurs politiques qui ont eu le mauvais goût de se présenter aux élections, notamment des candidats comme Jean-Michel Mokoko ou encore André Okombi-Salissa, sont toujours en prison, donc condamnés. Et on n'entend pas, justement, venant des acteurs politiques qui s'inspiraient qui s'inscrivaient dans l'opposition, on n'entend plus parler, justement, je dirais, de ces personnes qui sont toujours en prison et qui à un moment donné, ont été les figures et les leaders de l'opposition. Non, il y a une sorte de silence comme ça, comme une sorte d'oubli, quoi. Non, ce n'est pas vrai. Oui. Je veux vous rappeler simplement, que le FROCAD, l'IDC FROCAD et la composante J3M qui soutenait les candidats Mokoko et Okombi en 2016 ne s'est plus jamais représenté aux élections, on boycotte, parce que, en solidarité avec les présidents. Mais on n'entend pas de mobilisation pour rappeler le sort qui a été fait. Mais ils l'ont fait récemment, je crois. Récemment, il y a eu encore des campagnes d'affichage qui ont été organisées par les soutiens du général Mokoko et de M. Okombi-Salissa. Je vois sur les plateaux de Télé Sud M. Mafimba qui continue à donner de la voix. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Heureusement qu'il y a Télé Sud. Oui, sans doute. Mais vous savez, il n'est pas simple, dans un pays comme le Congo, de porter des voix contraires. Il faut bien que les gens se rendent compte. Il n'est pas simple, c'est un combat. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont prêts à mener ce combat, avec toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Mais moi, j'ai toujours été contre la stratégie selon laquelle, parce que nous avons des leaders qui sont en prison, il faut arrêter de faire de la politique. C'est ça. J'ai toujours été contre cette stratégie. Donc, d'ailleurs, si nous arrivons à imposer ce quinquennat transitoire, c'est peut-être nous qui allons justement amnistier nos champions qui sont en prison. Et donc, il faut continuer à faire de la politique, parce que ces gens-là sont allés en prison justement pour des raisons politiques. Oui, on est tout à fait d'accord de tout cela, mais il y a toute une série de questions qui surgissent au fond. Disent bien, Denis Sassou Nguesso a muselé totalement l'opposition classique, historique. Ou découragé d'ailleurs. Complètement. Avec le décès de Parfait Kolélas, il n'y a pas longtemps, 2021, voilà. Et donc, au fond, aujourd'hui, on dirait qu'il y a une sorte de glacis politique au Congo-Brazzaville. Et la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de dire, mais enfin, qu'est-ce qui nous dit que le parti des mécontents, donc votre parti, que Sassou ne tolère pas simplement question de façade pour dire, au fond, ils sont comme des mouches, ça siffle, mais ça ne fait pratiquement rien, et que donc, ils vous laissent faire. Oui. Et d'ailleurs, dans vos propos, on le sent, vous dites effectivement, il faut faire de la politique, continuer, éviter la politique de la chaise vide, mais en même temps, on sait que c'est très difficile, parce qu'à tout moment, il peut arriver que Sassou Nguesso se dise, bon ben voilà, vous avez assez fait de bruit comme ça suffit maintenant. Ça, c'est une première remarque. La seconde, c'est l'élection de 2026. Alors, tu dis transitoire, mais qu'est-ce qui assure que Sassou réélu en 2026, donc 2031, par là, il ne va pas se représenter. Après, vous voulez dire, après 5 ans? C'est dire, évidemment, tant que, parce qu'il l'a déjà laissé entendre une fois, tant qu'il est encore solide sur ses deux jambes, il se présentera toujours. Alors, quel serait le destin, le devenir justement de votre mouvement, par exemple? C'est pour ça que je vous pose la question de savoir si les Congolais n'ont pas intégré l'idée du président. Dernière observation, parce que tu as même dit, bon, la jeunesse se désintéresse.
C'est ça le gros du problème. Et même fait observer effectivement que 70% sont déscolarisés parce que, vu les conditions. Alors je ne sais pas comment l'opposition arriverait demain à faire changer toute cette inertie qu'il y a au Congo-Brazzaville, mais pas que. On sait comment ça fonctionne en Afrique centrale. Tant qu'il y a ces présidents qui sont forts, comme Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qui va bouger? On le voit au Cameroun. Oui. Vous pouvez répondre à la question désespérée d'Alfred. Alors, vous avez première chose dit que peut-être que finalement le président Sassou nous laisse faire et le jour où il acceptera, où il décidera de nous faire taire, il nous fera taire. Bon, très bien. Très gentil pour tous les gens comme moi qui se battent et qui prennent autant de risques. Non, mais je vous ai écouté religieusement. Écoutez-moi simplement. C'est une question. Non, c'était pas une question. Monsieur a dit que c'est une remarque. Donc, une remarque alors, sous forme de question. Remarque sous forme de question. OK. Il faut se mettre d'accord. Oui, il faut se mettre d'accord. Alors, je vais vous dire. Vous savez, récemment, il y a eu une liste des partis politiques reconnus par le ministère de l'Intérieur qui a été publiée par arrêté ministériel, complètement d'ailleurs illégal, illégal par rapport à leur propre loi sur les partis politiques. Mon parti n'a pas été retenu. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas là pour faire de l'accompagnement, et bien au contraire. Quels ont été les partis qui n'ont pas été reconnus? Le mien, celui du président Mirassa, d'accord, celui de M. Mafoula, nous étions 2, 3, 4 partis politiques non reconnus. Au pays, tout le monde a compris pourquoi nous n'étions pas reconnus, pourquoi nous n'étions pas dans cette liste-là. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Alors, maintenant, nous sommes dans une configuration où vous avez un pouvoir qui a politisé la police, politisé l'administration, politisé l'armée. Et donc, à partir de là, vous avez un seul rempart, c'est le peuple. Ce peuple, nous, et c'est pour ça qu'on a créé un nouveau parti, quand on dit les mécontents, parce qu'on s'est rendu compte que, et Mitterrand disait, les victoires idéologiques précèdent les victoires politiques. Il faut d'abord que ces jeunes, que cette population comprenne quels sont les enjeux. Les jeunes aujourd'hui au Congo, c'est 70%, 65% de la population. Ces gens sont nés un peu après 97. Donc, ils ne savent pas exactement quel a été le Congo, quel a été le mal que ça soit pu faire à ce pays après le coup d'État. Ils ne comprennent pas les enjeux, les véritables enjeux. Il faut des gens pour leur faire comprendre. Et ces enjeux sont consignés dans votre ouvrage. Ces enjeux sont consignés dans notre ouvrage. On est tout à fait d'accord. Nous faisons, monsieur, un travail à la fois pédagogique et pour susciter justement l'adhésion du plus grand nombre. Alors, croyez-moi, aucun pouvoir n'est fort si le peuple n'est pas avec vous. Nous sommes d'accord. Alors cette jeunesse à laquelle vous vous adressez beaucoup, il faut dire, qui est âgée aujourd'hui d'une vingtaine d'années ou d'une trentaine d'années, n'a connu qu'un seul président, finalement, qui est Denis Sassou Nguesso. Comment cette jeunesse aujourd'hui, je veux dire, avec cet environnement, conçoit des notions telles que la démocratie, l'alternance ou encore l'engagement partisan, l'engagement politique, quoi. Est-ce que ces jeunes ont aujourd'hui, je dirais, ont intégré ces notions et cette pédagogie, est-ce que cette pédagogie a été communiquée à cette jeunesse au cours des 30 dernières années? Non, parce que vous avez même des jeunes aujourd'hui qui vous disent pourquoi peut-être qu'il paraît qu'au temps du parti unique c'était mieux. Donc vous avez même des jeunes qui vous disent ce genre de choses. Vous avez des jeunes qui vous expliquent. Bon, c'est normal parce que justement le problème que nous avons eu. Il y a des jeunes aujourd'hui qui prennent pour modèle, par exemple, les régimes autoritaires qui émergent aujourd'hui, les régimes militaires dans le Sahel, quoi. Complètement. Quelle réponse vous apportez à cette jeunesse? Mais on essaie déjà de leur faire comprendre qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que la liberté. Et que la liberté, on ne la retrouve que dans un... Mais qui fait ce boulot, si j'ose dire? Mais c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que ce que vous faites individuellement. Non, pas individuellement. D'accord. Nous sommes une génération. Alors, le problème, ce que vous ne percevez pas... Non, on essaie de comprendre tout simplement combien de régiments, quoi, les mécontents. Ah non, mais il n'y a pas que les mécontents. Vous avez reçu ici, j'ai vu, M. Gavet a été reçu ici, M. Mafoula a été... Il y a toute une génération d'hommes politiques d'opposition. Certains, monsieur Gavet, par exemple, est encore beaucoup plus jeune que moi. Il doit avoir 32 ans, 33 ans. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une génération qui se lève, qui fait les choses différemment de nos aînés. C'est-à-dire, nous avons fait une opposition, et je dis nous parce que j'ai été compagnon de Kolela, donc je prends ma part. Nous avons fait jusque-là une politique qui était celle de s'opposer sans
proposer au peuple d'alternatives. C'est-à-dire, on disait au peuple, Sassou n'est pas bon, il faut qu'il parte. Et on se rend bien compte que ce n'est pas suffisant. Il faut proposer des alternatives. C'est pour ça, par exemple, que pour la première fois, en 2024, j'ai organisé, j'ai présenté un contre-budget au budget du pouvoir, pour expliquer qu'on pouvait faire différemment, notamment pour les classes les plus démunies. Donc, il y a une stratégie qui est là, Voilà. qui est une stratégie. Là aussi, Vivien Romain, on peut dire que le régime en place, hein, le Parti congolais du travail, Sassou, il tolère. Non. Tant que, bah bien sûr, tant Mais que non. ça leur fait pas mal du tout. Mais non. Et puis, c'est Non, aussi non. de l'affichage Non, non. à l'extérieur. Monsieur. Et nous Non, laissons non. parler l'opposition. Non. Mais Je n'accepte pas. Monsieur, je n'accepte. Non, mais écoutez. Ça, c'est la réalité. C'est pas la réalité, c'est votre Mais si. réalité imagée. Non, Je vais vous dire- c'est la vraie réalité, non, parce que- monsieur, vous mais n'en savez qu'est-ce que rien. vous pesez Vous n'en par savez- rapport mais au vous n'en Parti savez rien. congolais? Vous n'en savez- Qu'est-ce que monsieur, vous monsieur, pesez il va par vous rapport au Parti congolais du travail? Monsieur, vous n'en savez rien. Qu'est-ce que vous n'en savez- pesez? Je vais vous dire. Bien, madame, je vais vous vous va vous dire. répondre. Je vais vous dire. Un, vous n'en savez strictement rien. Deux, Oui, je vous qui en Attendez, savez quelque c'est ce chose, que je dites-le. fais. Vivien, admettez C'est difficile pour vous que... d'écouter. On vous écoute, mais puisque admettez que vous- Alfred vous ait êtes des dans- observations dans votre Bien sûr. monde, hein. Bien sûr. Vous êtes dans votre monde. Pas du là. tout, monsieur. Vous n'êtes pas dans la réalité. Non, monsieur, non. Le mais- terrain mais pratique. Comment vous pouvez dire Faut ça être pratique. Comment vous pouvez dire ça Faut être Comment vous pouvez pratique. dire C'est-à-dire, Comment vous pouvez dire ça imaginons Monsieur, que- comment vous pouvez dire ça Ben justement, Comment vous pouvez dire je ça vais vous répondre. Oui. C'est-à-dire que vous proposez votre contre-budget. Oui. Si Sassou avait décidé le lendemain de dire bon, on vous prend, on vous met. Monsieur, mais qu'est-ce que au vous Niouf, croyez Monsieur, il non, l'aurait monsieur, fait. excusez-moi, vous racontez n'importe quoi. Il l'aurait fait. Monsieur, vous racontez n'importe quoi. Mais Attendez, non, aujourd'hui, attendez. Mais Jean-Marie laissez-moi Michel répondre. Mokoko est en prison. Monsieur, vous n'en savez rien. Monsieur, vous n'en savez rien. Vous n'êtes pas plus Monsieur, fort vous que n'en savez Jean-Marie rien. Michel Monsieur. Mokoko. Mais c'est incroyable, vous n'en savez rien. Vous n'êtes pas plus Monsieur, fort que écoutez, lui. monsieur, alors, c'est étonnant parce que vous dites des choses que vous ne pas connaissez pas. étonnant. Si, attendez. Il va vous répondre. Monsieur, Très j'ai bien. dirigé la campagne de monsieur Kolela qui a battu Moukoko en 96, en 2016. Si vous ne savez pas, renseignez-vous. C'est pas ça Si, le problème. non mais si, attendez, Ce monsieur. n'est pas ça. Mais le vous dites des problème. choses que vous ne connaissez C'est pas, le c'est poids, incroyable. c'est Il faut le qu'on poids. avance. Mais vous non, monsieur. C'est le poids que Il faut vous qu'on pesez avance au Congo. Monsieur, mais à vous n'en votre savez- question, une monsieur, réponse, et monsieur, on va vous n'en- avancer. vous n'en- monsieur, On va écouter vous Grégory pesez- également et mettre monsieur, Jean-Paul Benoît. monsieur, C'est aussi difficile de Monsieur. discuter avec vous qu'avec Sassou. Monsieur, N'est-ce pas? mais non, mais c'est pas possible. Vivien, allez-y. Mais monsieur, vous n'en savez rien. Allez-y, Vivien. Vous n'en savez- je vais vous dire. Vous dites le poids que vous pesez au Congo-Brazzaville. Oui. D'accord? Très bien. Je vais vous demander quelque chose de très simple. De très, très, très simple. D'accord? Le groupe Lyot ici, à quel poids? Non, attendez, non, monsieur, répondez à une question. Lyot De Charles de Courson, à quel poids? Lyot est au Parlement. Oui, oui. monsieur, mais bien sûr. Mais À bon. quel poids, globalement? Non, mais Dans un système parlementaire classique. On va avancer, on va avancer. Et quel est le rapport? Parce que Mais pour vous dire que le poids politique, c'est pas simplement Vous la êtes au Parlement Attendez, monsieur. Au Congo, Vous Brazzaville. savez pas, monsieur, attendez. Vous C'est avez une des question. représentants Vous savez que, Oui. est-ce que vous savez que j'ai gagné des élections législatives? Non, mais vous êtes Attendez. au Parlement. Mais vous posez une question, je vous réponds. Oui. Monsieur, vous savez, le Parlement du Congo, il y a combien de députés qui ont été élus? Oui. Vous savez? Mais peu importe. Non, mais pour vous dire combien. Non, mais. on ne va pas C'est pas peu fermer importe. l'émission dans un face à Monsieur, face. ce n'est pas peu importe. Ce que S'il vous j'essaie de plaît. vous expliquer, Peu monsieur, importe. monsieur, S'il vous monsieur, plaît, monsieur, Alfred, attendez, s'il vous plaît. attendez. S'il vous plaît, attendez. laissez Ce que Vivien j'essaie aller de vous jusqu'au bout de son expliquer, raisonnement. c'est que nous avons au Congo des représentants qui sont des représentants artificiels. Il faut faire. Mais bien sûr, monsieur, si vous ne connaissez pas l'histoire du Congo, Mais c'est renseignez-vous. la- non, Mais attendez, mais enfin, c'est pas possible. Allez-y, C'est la Vivien. réalité, Allez jusqu'au Mais bout. non, monsieur, non. Allez-y. Non, mais ça peut Vivien. être un dialogue quand même, N'est-ce l'émission. pas? Mais non, Oui, mais attendez, là, en quoi il faut que chacun puisse aller est-ce la jusqu'au bout réalité de son propos. Attendez, je vous dis, si vous, monsieur, vous n'êtes pas élu, qu'on vous impose député, en quoi c'est la réalité? Mais c'est ça la réalité, non? C'est pas la réalité Qu'on vous populaire. impose un député, mais Mais c'est monsieur, le député. ce n'est pas la réalité populaire. Mais Ce non, n'est pas. mais- Mais vous enfin- comprenez rien, vous faites exprès. Non, mais c'est vous Enfin, qui ne comprenez mais non, pas. monsieur, vous comprenez êtes pas. dans cette illusion Mais que pas du tout. Vous nous dites que vous avez été élu, mais Ouais. vous n'êtes pas au Parlement. Mais bien sûr, mais ça veut dire Et quoi? alors Monsieur, C'est ça la réalité. ça veut- Vous n'y on êtes ne peut pas avoir Alfred, cette... Oh, attendez, monsieur Alfred. Vivian Monsieur prône Alfred. la combativité Monsieur et Alfred. vous prenez la résignation. Non, non, la Monsieur, réalité, monsieur Alfred, hein, monsieur c'est la Alfred, réalité. monsieur Alfred, monsieur Alfred, je vais vous dire un truc, quelque chose de très simple. Vous voyez, c'est la différence sans doute, et je viens de le remarquer, entre vous et moi. Vous pensez qu'un régime qui vous dit « je contrôle la situation, j'ai 100 élus », que ce régime-là a le soutien populaire. Dont acte. Attendez, mais il faut bien que vous me laissiez avancer un peu, et je vous laisserai parler si vous voulez. On laissera parler Grégory également et mettre Jean-Paul Benoît vous- pour conclure. Ce que j'essaie moi de vous dire, c'est que une assemblée nationale, un parlement avec des élus non représentatifs n'a pas de soutien populaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous contenter de l'État, ce qu'on appelle en droit, en sciences politiques, l'État artificiel. C'est très bien. Très bien. Moi, je vous parle du peuple congolais.
Et c'est de ce peuple congolais qui ne se reconnaît pas dans les élus qui sont à l'Assemblée nationale. Ouais, je ne sais pas si vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà suivi les élections au Congo. Si vous avez déjà suivi les élections au Congo. Mais si vous avez déjà suivi les élections au Congo, vous saurez de quoi je vous parle. Maintenant, pour le reste, vous dites qu'est-ce que vous pesez. Dans votre esprit, sans doute rien. Mais attendez, enfin, si. Vous avez dit, monsieur, vous croyez qu'on arrête les jeux comme ça? Il faut conclure. Vous pensez qu'on arrête les jeux comme ça? Allez jusqu'au bout de votre propos. Grégory. Oui. En fait, quand on regarde la situation au Congo, vous l'avez dit tout à l'heure, le bilan est catastrophique sur le plan économique. On regarde, on a parlé de la dette, certains indicateurs disent même jusqu'à 100% du PIB. On ne voit pas en fait comment on peut sortir de cette situation-là. En fait, quand on vous écoute, la question c'est est-ce que vraiment vous pouvez emporter cette élection et vous donner les moyens pour gagner? Parce que nous, on voit plutôt une inertie au Congo de l'extérieur. Et moi, ce que je me dis concrètement... Je ne suis pas candidat à ce jour. Non, mais en tout cas, le parti, en tout cas, ce que vous évoquez, l'opposition... Vous avez un projet politique. Bien sûr, voilà. Je n'ai pas dit que j'étais candidat. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a eu des élections précédemment, depuis le retour de Sassou Nguesso en 1997. Qu'est-ce qui va différencier cette élection pour l'opposition pour qu'elle puisse exister? Qu'est-ce qu'elle a construit? Parce que fondamentalement, là on va en savoir un peu plus au mois de septembre, puisqu'on va avoir la mise à jour du fichier électoral. Vous avez un fichier qui avoisine les 2 500 000 habitants. Qu'est-ce qu'on construit là-dessus? On sait que vous avez deux grosses villes où se concentre une majorité de la population. Quelle stratégie quelle stratégie déployer maintenant pour que cet électorat puisse changer ou on va dire, à minima, que vous puissiez construire un capital pour les prochaines élections d'après. À la limite, ce serait même plus cohérent et plus pragmatique. Je vais compléter cette question en vous citant d'ailleurs, parce que vous parlez dans votre ouvrage de l'existence, je vous cite, d'un personnel politique alternatif aujourd'hui au Congo. Vous l'affirmez, mais ce personnel est assez imperceptible. Non, je dis le contraire. Pardon? Je dis l'inverse. Si vous dites, je dis justement l'existence d'un personnel politique alternatif. Non, vous regarderez. Mais je dis justement que le problème du personnel administratif et politique alternatif se pose. Vous verrez. D'accord. Je le dis. Pourtant, je vais bien lui. Non, mais vous verrez, vous me donnerez raison. Donc vous n'affirmez pas que ce personnel politique alternatif existe. C'est tout le sens, Francis Laloupo, du quinquennat transitoire. C'est-à-dire d'aller vers un consensus. C'est tout le sens, parce que justement, il faut tout recréer. Et quand vous voulez refonder, vous ne refondez pas entre amis. Oui. Vous ne refondez pas entre copains. Vous refondez forcément en ouvrant, en essayant de trouver des compromis. L'objectif, c'est de dire, nous avons un intérêt. Qui est l'intérêt national. Aujourd'hui, le pays est en grande difficulté. Et une gouvernance partisane classique, comme elle a pu se faire, a démontré ses limites. Elle en démontrera encore. Et pour l'instant, vous vous heurtez, comme disait Grégory, à l'inertie, justement, de partisans d'un pouvoir. Ces partisans qui, eux, ont intégré l'idée que le président Sassou Nguesso est un président à vie, quoi. Mais c'est le combat politique, Francis. Non, je c'est le combat politique. Si vous me dites que... Vous vous heurtez à cette zone d'inertie. C'est le combat politique. Donc en fait, dans l'une de vos stratégies, c'est de conscientiser la classe dirigeante et les fonctionnaires actuels pour que, en fait, eux-mêmes viennent converger avec vous, que ça puisse construire le Congo de demain. C'est un peu ça l'idée. L'objectif, non. L'objectif, alors, c'est sans doute parce que vous n'avez pas lu l'ouvrage. Nous, on s'adresse essentiellement aux mécontents. Et les mécontents, on l'a dit, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes, principalement, qui aujourd'hui sont à 41% au chômage. Et ces jeunes représentent 60% de la population congolaise. L'idée, c'est de leur dire, dans les circonstances actuelles, leur avenir est complètement dévoyé. Il faut que ces jeunes-là prennent conscience et prennent les choses en main. C'est ça l'objectif. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, mais c'est un combat politique. On peut dire, comme M. Alfred, vous ne représentez rien, ça ne sert à rien votre affaire. Très bien. Mais nous, quand on aime son pays, on se fixe des défis, on se bat. Moi, je ne suis pas du Front National, mais j'ai vu Le Pen se faire presque insulter ici parce qu'il faisait 1%, 2%. Ils sont à 31% aujourd'hui. Donc le combat politique, quand on se bat pour ses idées, quand on a des convictions, on se bat, et on se bat effectivement. Oui. Très bien. Mais Jean-Paul Benoît, un mot quand même, vous avez écouté... Oui, non, mais moi, le représentant de l'ancienne puissance coloniale, je vais avoir beaucoup de difficultés à intervenir. En plus, j'ai connu le Congo, j'étais très jeune, directeur de cabinet à la coopération du temps de Nouabi. Donc le Congo a vécu de transition en transition. Et à aucun moment, ce pays n'a connu une espèce de stabilité démocratique. Maintenant, vous représentez un parti d'opposition. Moi, ce que j'ai constaté depuis des années, sans être aussi expert que vous, c'est que l'opposition congolaise
dans ces divers partis, a été incapable de s'unir et de présenter face à Sassou Nguesso un leader qui pourrait cristalliser les mécontentements. Vous dites, notre parti, c'est le parti des mécontents. Quand on est ce que vous dites n'est pas vrai. Mais bon, non, mais alors, je vous laisse. Non, mais bien sûr. Non, mais attendez, moi, j'ai pas la prétention de détenir la vérité. Vous l'avez, donc c'est quand même. Pas du tout, je l'ai pas dit. C'est quand même. Non, vous pouvez pas dire ça. Attendez, c'est quand même assez difficile de discuter avec. Allez jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas dire ça. Donc voilà. Ce que vous dites est injurieux. Donc vous dites, j'ai la prétention. Je suis Quand pas. vous dites, vous avez la prétention de me connaître, c'est pas injurieux. Non. C'est pas injurieux. Non. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous dites, j'ai la prétention de tout connaître, c'est pas injurieux. Non. J'ai pas dit. Si, vous l'avez dit. Oui, c'est pas d'accord. monsieur. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Je suis désolé, si. Mais ce n'est pas le sujet. Vous ne pouvez pas avoir la susceptibilité. C'est pas la susceptibilité, Vous avez pas du tout. Pas du tout. Non, monsieur, c'est pas de la susceptibilité. Vous avez la susceptibilité. En tout cas, terminer d'une phrase, s'il vous plaît. Pas du tout. Non, moi, je suis pour le débat démocratique apaisé. Voilà. En tout cas, je vous invite, on a au moins un point d'accord. à lire cet ouvrage. Mais j'ai pas lu votre livre. Quand je vais avoir lu votre livre, je vais sans doute changer. Le quinquennat transitoire, ça s'appelle. 5 ans pour remettre le Congo sur les rails. Avec plusieurs chapitres. Oui, mais c'est sûrement intéressant. Oui, certainement, vous pensez sur tout bien cela. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs chapitres. Le nouveau pouvoir juridictionnel, un gouvernement de la salubrité politique, une Assemblée nationale transitoire constituante. Et puis, une deuxième partie où il y a plusieurs chapitres sur les priorités quinquennales de ce côté de ce quinquennat, assainir les finances publiques, on finit avec la pauvreté des Congolais, construire enfin une nation congolaise. La jeunesse, une promesse pour l'avenir. Voilà, bonne lecture. Ça, une jeunesse, promesse pour l'avenir, tous les partis politiques le disent. Le Parti congolais du travail depuis 66 jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas faire de commentaire parce qu'eux, ils ont un bilan. Ils ne sont plus très jeunes. Et ils ne peuvent pas le dire si ils ont toujours... Ils se sont renouvelés. C'est-à-dire que tu ne vas pas nous dire que le Parti congolais du travail aujourd'hui, ce sont les vieux des années 60. D'accord. Et quel est l'état de la jeunesse depuis qu'ils gouvernent? Oui, mais ça, c'est pas mon problème, ça. C'est de dire tout simplement que cette jeunesse-là, elle est là, elle suit le Parti congolais du travail. Elle ne suit pas, monsieur, c'est pas vrai. Tous les Congolais ne sont pas inscrits au PCT, quand même. C'est pas vrai. Non. Ils ne sont pas tous inscrits au PCT, c'est le parti majoritaire. Non, je dis pas. Mais qu'est-ce que monsieur? Je dis, évidemment. C'est le parti qui est au pouvoir. C'est le parti qui est au pouvoir. C'est lui qui est au pouvoir qui arrive par un coup d'État. Vous le savez ou vous faites semblant? En tant qu'observateur, vous savez... On peut un coup d'État, c'est la réalité politique du Congo-Brazzaville. Mais l'attachement populaire et la réalité, c'est pas la même chose, monsieur. Vous pouvez faire la distinction? Depuis 1977, qui est au pouvoir? Qui est au pouvoir à Brazzaville? Ça vous rappelle quelque chose, l'UPADES? Non, ça vous rappelle quelque chose? Il est passé. Le PADS est parti en 1997. S'il vous plaît, en tant qu'analyste politique, vous savez très bien que le PCT est davantage un parti-État qu'un parti majoritaire. N'est-ce pas? Mais en tant que parti-État, ça englobe tout le monde. Ah bon? L'UPADS et tout ça. En tant que parti-État, ça englobe tout le monde? Mais vous avez quelle conception, vous, de la démocratie? L'UPADS est passé et tout ça. Avec la mort de Lissouba, c'est fini, l'UPADS. Vous faites un constat ou vous faites l'éloge du parti? Non. Ce que je suis en train de rappeler... C'est un constat et exactement. Non, ce que je suis en train de dire à Vivien Romain, c'est que lui n'est pas... Il est au Congo-Brazzaville, mais il est dans son projet à lui, sans voir la réalité du pouvoir en place. Cette réalité monsieur, moi j'ai été candidat... Qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est un acteur du terrain quand même. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, c'est incroyable. C'est un acteur du terrain. Qu'il ait été candidat, c'est un fait. Bon. Que Sassou soit président, c'est un autre fait et qui est le fait véritable. Mais quoi? Qu'il est le président de Congo. Alfred c'est qu'il ait échoué, c'est un fait aussi. Ah non, mais attends, on va essayer de voir quelque chose. Qu'il ait échoué, c'est un fait aussi. Tout cela. Non, pas tout cela. Pour moi, vous avez dit. Répondez, monsieur. Vous pouvez. Qu'il ait échoué, c'est un fait. Vous pouvez répondre à la question. Mais répondez, monsieur. Vous voyez qu'il est partisan. Non, pas du tout. Vous êtes incapable de répondre. Je ne suis pas partisan. Alors, monsieur Sassou a réussi? Pourquoi vous avez réussi? Écoute. Voilà. On va continuer. La situation. Faites pas semblant. On va passer. Que vous êtes un représentant du PCT à Télésud. Vous pouvez le dire? On va passer. Dites qu'il a échoué ou il a réussi? S'il vous plaît, on va aller de l'autre côté du fleuve Congo, si vous voulez bien. On va aller de l'autre côté du fleuve Congo. Voilà. Autre chapitre de cette édition. Avec cette question où on est l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, accord signé en juin dernier à Washington sous l'égide de Donald Trump. Et 3 mois après,
À l'est de la RDC, là, il faut dire que l'agenda des rebelles de l'AFC M23 n'a pas beaucoup changé et les bandes armées sont toujours actives dans diverses localités. C'est le constat en tout cas. Mais Jean-Paul Benoît, autrement dit, les armes parlent toujours à l'est de la RDC, malgré cet accord signé à la Maison-Blanche et dont se vante d'ailleurs abondamment Donald Trump. Voilà, j'allais dire dans la liste de ses succès supposés pour avoir fait la paix dans le monde, sauf la paix qu'il devait faire 24 heures en Ukraine, Trump cite effectivement le Rwanda et le Congo. Bon, votre constat est objectif. La paix est précaire. Il y a toujours des incursions dans le Congo et le problème est toujours le même, c'est se partager les richesses de cette partie du Congo. Donc la paix est une paix extrêmement précaire et elle est mise en cause quotidiennement par des incursions, des milices diverses et le pouvoir congolais a de la peine à faire face à cette situation, d'autant plus qu'il ne fait pas l'objet d'un consensus véritable au sein de la population congolaise. Donc voilà, moi je fais ce constat. Qu'est-ce qui bloque, Alfred? Qu'est-ce qui rend cette paix impossible? Alors, il ne faut pas s'interroger sur la capacité même des médiateurs ou des facilitateurs. Est-ce qu'ils utilisent les bons instruments, les bons outils pour mettre en place cet accord de paix qui, évidemment, est signé mais jamais respecté? Alors, le problème qui se pose entre le gouvernement de RD Congo et puis de Kigali par rapport à cet accord de paix signé à Washington, c'est celui justement de la mise en place des mécanismes qui étaient prévus pour accompagner... Pour garantir la paix. Exactement, ce processus de paix. Et au moment où nous parlons, il y a un document, un brouillon de 17 pages qui a été discuté entre les deux parties pour mettre en place le mécanisme régional du dispositif du marché sous-régional, d'accord, qui est sur la table. Le deuxième dispositif, c'est le mécanisme justement de contrôle du processus de paix et en même temps des dispositifs qui doivent être mis en place. Tout ça est très théorique. Absolument. Tout ça est très théorique parce qu'en attendant les armes parlent. Et même Corneille Nangaa, qui est le patron de l'AFC, a déclaré récemment qu'il fallait marcher sur Kinshasa. C'est ça. On en est là quand même. Exactement. Mais nous savons que ça, c'est du chantage, justement, parce que le processus de Doha, qui est complémentaire de cet accord de Washington, est en train de piétiner. Et ça piétine pourquoi à Doha? Parce qu'il y a dans les dispositions qui ont été prises dans cet accord de Doha, c'est le mécanisme de la libération des prisonniers politiques. Kinshasa dit, ce sera vraiment au cas par cas, il y a un certain nombre des personnes du M23 que le gouvernement de Kinshasa refuse de libérer. Et donc ça piétine, ça coince sur ce point-là. Et au fond, pour bouger les choses, qu'est-ce que Corneille Nangaa et le M23 font? C'est justement, c'est une menace justement de reprise de la guerre. En fait, c'est larvé. Mais surtout dans une logique d'occupation et de conquête. Exactement, sauf que ça ne marche pas, justement. C'est la négation même d'un accord de paix. Non, en fait, c'est de dire... L'accord n'est pas opérationnel. Non, mais pour que l'accord... Non, pour le moment, le fait de l'accord de Doha, d'accord, ne signifie pas la cessation des hostilités. L'accord de Doha n'a jamais abouti. De toute façon, il y a des nouvelles négociations en cours d'ailleurs. Oui, non, mais c'est dans la foulée. Il y a eu l'accord de Washington qui a été abondamment commenté. Non, mais en tout cas, quels que soient les accords, les armes parlent toujours à l'est de la RDC. Mais ça parle moins qu'avant. En réalité, moins qu'avant, mais ça dépend comment vous mesurez l'intensité. C'est à la manière de Trump, c'est rudimentaire. Trump signe un accord, il dit voilà, j'ai signé un accord, tout le monde obéit à Washington, le M23 s'arrête, etc. Sauf que la discussion continue, justement. C'est toujours ça. La discussion continue, oui. Mais les armes continuent. Non, mais Trump simplifie les problèmes à l'extrême pour dire j'ai réussi. Oui, et en réalité, il n'a pas réussi. Comment voyez-vous ça? C'est sa méthode. Depuis Brazzaville. C'est sa méthode. Vous savez que la RDC et nous, nous avons des frontières dans 12 départements du Congo. Et que la dernière fois
qu'un chef d'État a été renversé en RDC, le nôtre aussi a été renversé. Je vous dis ça pour vous dire combien de fois les deux pays sont extrêmement liés et que les questions de la stabilité en RDC nous touchent particulièrement. Pour l'accord du 27 juin de Washington, moi j'ai quelque chose qui m'a marqué dans l'accord, c'est l'absence du groupe M23. C'est-à-dire l'absence dans l'accord, à aucun moment on ne parle du M23. C'est étonnant, c'est même plus qu'étonnant parce que comment le principal belligérant n'est pas mentionné dans l'accord qui est censé conduire vers la paix. C'est comme si on considérait que le Rwanda représentait le M23. Alors que jusqu'à aujourd'hui, c'était ça dans l'esprit. C'était ça dans l'esprit. Alors que le Rwanda se refuse toujours. Bien sûr. Refuse toujours à bon. Et donc, ça, ils ont intérêt à le dire. Et donc, il me semble à moi, bien sûr. en tout cas quand j'avais vu. Donc une ambiguïté dans cet accord. Oui, c'est-à-dire que pour moi, ça a été l'accord de Washington a été de l'affichage, vraiment de l'affichage, comme dit Maître Jean-Paul. Maître Jean-Paul, le député européen honoraire, que c'était vraiment pour faire plaisir à Trump, qu'il ait quelque chose pour afficher. Alors, juste d'une seconde. Il me semble qu'il y a un aspect qui est important. Moi, je ne crois pas beaucoup à l'accord. Hein. Je n'y crois pas pour une raison très simple. C'est que je crois vraiment que la partie rwandaise est décidée à régler un problème qui est un problème territorial et de richesse. Et de richesse. Et tant que il suffit de voir le positionnement du Rwanda, de la zone Kivu, le Goma, l'est de la RDC, pour comprendre la situation. Tant qu'en réalité, on n'aura pas réglé ce problème-là sur le plan territorial ou sur le plan de l'accès aux richesses, du partage des richesses. Du partage des richesses. C'est ce qu'il faut dire. Les accords ne marcheront pas. Ça veut donc dire que pour nos parents, nos amis de la RDC, je dis nos parents de la RDC parce que les RDC et nous sommes des parents. Ouais. Alfred est votre parent. Oui, ah, mais nous sommes des parents. La RDC sont nos parents. Non, mais il y a des débats en famille parfois. Ah oui, heureusement. Il me semble, il faut d'abord que la RDC soit capable militairement et politiquement d'assurer sa sécurité seule. À partir du moment où elle aura les moyens politiques et militaires d'assurer sa sécurité, les accords pourront arriver. Aujourd'hui, il me semble que le déséquilibre militaire et politique en défaveur de la RDC explique qu'on balade un peu le gouvernement RDCien. Un mot rapidement, Grégory. Oui. Avant de passer au troisième sujet. Tout à fait ce qu'il a dit. Je l'avais déjà dit ici sur le plateau. On ne pouvait pas décorréler les accords de Washington et ce qui se passe à Doha. Et c'est ça, en fait, il ne fallait pas suivre du coup l'engouement de Donald Trump qui, lui, a son agenda et devenir l'homme de paix. Ça, c'est la première chose. Et après, ce qu'il faut dire, parce que dans la complexité de la RD Congo à l'Est Congo, il y a bien évidemment la dimension militaire, il y a la dimension économique, mais avec ces nouveaux acteurs entrent aussi dans la danse au niveau économique, ce qui vient encore recomplexifier la région. Le Qatar, c'est 21 milliards de dollars qui vont être investis, et on sait très bien comment ils vont se rétribuer tout ça avec ce qui se passe dans l'Est. Donc moi, bien évidemment, ces accords de paix, moi aussi, j'ai jamais suivi l'optimisme qu'il y avait pu avoir sur ce plateau, et je pense qu'il va davantage... De la part de qui vous Alfred? On sait très bien, Alfred était très enthousiaste, mais je comprends. Mais en plus, je vais juste rajouter aussi une chose importante. Ce qu'est en train de faire actuellement Félix Tshisekedi en disant qu'il veut poursuivre le Rwanda pour génocide par rapport à ce qui se passe à RDS Congo ne va pas aider à ce que les accords se fassent. Je pense que son agenda est très mal choisi et il aurait dû attendre au moins que l'accord se fasse. Il a peut-être compris finalement que peut-être. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accord de Washington et de Doha sont complémentaires. Ah bon? Ah mais oui, parce que justement, dans l'accord de Washington, il a été dit très clairement que cet accord prend en compte les discussions de Doha. Vous voulez dire qu'il y a deux accords qui sont tous les deux inopérants? Non, c'est pas ça. Deux accords complémentaires et inopérants. Non, pas totalement, parce que les discussions sont en cours. En réalité, entre Washington et Doha, il y a cette forme de lien qui existe et qui fait que on arrivera... On le voit dans d'autres dossiers. Bien sûr. Et que donc, pour le moment, on est dans les statu quo. Oui. C'est le statu quo. Ah bon?
Ah mais absolument. Oui. Puisque la délégation du... Vous avez vu le rapport du groupe d'experts La délégation du gouvernement était à Ouvira, dans le sud Kivu, là. Elle y est encore, elle va revenir. Enfin, les bandes armées ne gardent pas l'arme au pied. Pardon ? Les bandes armées sont toujours actives. Non, c'est pas le statu quo de leur côté. Non, le statu quo, c'est de dire que... Parce que ce sont les violences dont nous parlons quand même qui continuent. Les violences voilà, ce sont les populations qui chaque jour subissent évidemment l'assaut de ces bandes armées et toutes les conséquences de cette situation chaotique. Mais ça ne s'est pas arrêté avec les accords, justement. Oui. C'est ce que tous les acteurs rappellent, disant signer les accords ne signifie pas le cessez-le-feu. Ah bon, d'accord. Ils ont tous dit cela, mais que ça fige la situation. On pensait quand même qu'un accord de paix entraînait... Non, ça signe la situation, parce que sinon... Un processus de paix. Bon, sinon, si ça fige la situation avec le Rwanda qui contrôle la plus grande ville de l'Est, faut bon... Non, mais on est en train de... Alors, rapidement, on va passer au dernier sujet. Alors, très vite, l'actualité de la crise en France où Sébastien Lecornu a été confronté cette semaine aux manifestations de la colère. Ce sont les premières manifestations du Premier ministre, de Sébastien Lecornu, en tant que Premier ministre. Un Premier ministre qui consulte à tout va pour construire de nouveaux consensus, on va dire, et surtout pour éviter une nouvelle censure à l'Assemblée. Et Maître Jean-Paul Benoît, il faudra bien avant tout cela, avant d'introduire le budget, mettre en place un nouveau gouvernement. On a le sentiment que ce nouveau gouvernement, on ne le voit pas venir. Oui, depuis notre dernier débat, il y a eu la baisse de la notation de la France qui a ajouté une difficulté à celle que rencontre le pays. On prend son temps, puisque le président de la République part à Washington pour l'Assemblée générale de l'ONU et on annonce l'éventuelle constitution du gouvernement début octobre. Et Lecornu est face à la problématique claire. S'il donne satisfaction au Parti socialiste sur la fiscalité, il provoque la censure ou en tout cas la non-participation au gouvernement de LR. Donc, pour l'instant, il n'a pris aucune position. Il a simplement commencé par dire je supprime les 2 jours fériés. Oui. Ah oui, mais il l'a dit tout de suite. Et depuis, rien. Je ne vois pas, il dit je vais changer sur le fond. Il consulte. Il consulte. Bon, ça fait partie du métier de consulter. Mais il faut savoir à quoi on veut arriver. Qu'est-ce qu'on fait des 44 milliards d'économies préconisées Bayrou? Est-ce que ça va être 22 ou 35? Que va faire le Parti socialiste? Qu'est-ce qu'on fait de la taxe Zuckman? Est-ce qu'on rend... on n'en sait rien. Donc moi, je n'ai pas de réponse. Pour l'instant, c'est un gouvernement provisoire. Donc on expédie les affaires courantes. Les affaires courantes. Moi, je ne suis même pas certain qu'il arrive à constituer un gouvernement. Ah oui, c'est ça. Je n'en suis pas certain. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Et ensuite, le budget, il faut qu'on présente un budget le 15 octobre. Il y a un calendrier, il y a un processus. Vous n'êtes pas sûr qu'il puisse former un gouvernement? Je n'en sais rien. Pas dans les délais les plus... Pas dans des délais brefs. D'accord. Alors, il ne peut pas faire plaisir et à LR et au Parti socialiste. Grégory, ensuite on termine avec Alfred et Vivien. On est dans une impasse. Ouais. Tant que en fait, la classe politique ne va pas comprendre que pour gouverner, vu l'échiquier politique, il faille un gros bloc central, avec le PS compris, ça ne va pas marcher. C'est ce qu'il faut. Et ça, on n'est pas prêt, mais les voisins le font, en Allemagne, ils le font, et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de la classe dirigeante. Moi, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels, aujourd'hui, le bloc central peut converger. La question européenne, la question de la dette, la question... un certain nombre de choses, en tout cas, ils peuvent se mettre d'accord. Et c'est comme ça qu'on pourra trouver une porte de sortie. Mais tant qu'on sera ça, et en plus... La grande équation aussi qui s'ajoute à ça, c'est qu'il y a 2027 et personne ne veut se faire griller par rapport à 2027. L'élection présidentielle. L'élection présidentielle, parce que chacun pense qu'à ça. Donc, c'est ça, et des municipales avant, qui sont très importantes pour le Parti socialiste. L'année prochaine. L'année prochaine, en 2026. Mars 2026. Un mot, Alfred, rapidement. Rapidement, la deadline pour les cornus, c'est le 31 décembre pour le budget. Aujourd'hui, il y a des assouplissements de la part de LR qui sont d'accord pour revenir à 35 milliards.
Oui, Voilà. éventuellement. De l'autre côté, ils sont prêts à assouplir. Le Parti socialiste, qui était bloqué sur la taxe Zuckman, est aussi en train d'évoluer. Hein. Donc moi, je ne suis pas aussi pessimiste que Jean-Paul. Vous êtes très optimiste. Non, je ne suis pas aussi pessimiste que Jean-Paul. Je pense effectivement Oui. que petit à petit, il y a un certain nombre de concessions qui sont en train de se On va faire voir, de part et d'autre Oui. pour arriver justement à constituer un minimum. Et de toute façon, s'il n'y a pas, le budget n'est pas voté, on reconduit Oui, automatiquement. par ordonnance, le budget de 2025. Exactement. Donc, Non, mais en plus, voilà. il y a une rivalité au sein de LR Tout à fait. entre Wauquiez et Retailleau qui complique en plus la Un peu négociation l'équation. de Cornu. Donc pour moi, je reprends ton terme, c'est une impasse pour l'instant. C'est une impasse. Alors, pour conclure, Vivien, le mot vous revient, le mot de la fin. Je pensais que je parlerais de... Oui, oui. C'est sur ça, hein, Oui, c'est bien sur, sûr. oui, oui. Alors, moi, je suis comme... et Alfred. une fois n'est pas coutume, comme Alfred. Dis donc, Ah, ça bah se termine voilà. bien. Ah, ça Comme finit bien. Alfred, On va aller à Brazzaville tous les deux, là. Ah non, c'est pas certain. C'est La pas certain. réconciliation Non, 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 démocratique. Non, non. On n'irez ira pas en plutôt à vacances Kinshasa, mais pas à Brazzaville. Bon, alors, moi, je suis plutôt optimiste parce que je pense que, première chose, il faut se rappeler que l'article 8 de la Constitution française de 58, qui donne la compétence au président de désigner un gouvernement sous proposition du Premier ministre, ne fixe aucun délai. Non, ça c'est Donc, sûr. le Premier ministre a cette latitude-là de traîner. Donc, ils peuvent traîner. Même si ce n'est pas très bien vu, mais ils peuvent traîner. Première chose. Deuxième chose, concernant l'accord pour parvenir à un gouvernement, il faut encore se rappeler qu'on est certain qu'il n'y aura pas de gouvernement PSLR. Il n'y en aura pas. Ça, on le sait. Donc, il y aura sans doute un gouvernement bloc central, comme on avait sous Bayrou et sous Barnier. C'est ça. L'essentiel, Rien ne change. c'est d'essayer de trouver un accord de non-censure. Ce qui n'est pas exactement la même chose qu'une participation gouvernementale. Non, mais il n'y aura pas. Quant aux questions de fond, on a tous compris que le Cornu sera obligé de faire un effort sur la taxation exceptionnelle des grandes fortunes. Et ça, LR ne semble pas s'y opposer, même si ce matin, Retailleau a dit pas de taxe Zuckman. Mais après, chacun parle à sa base. Exactement. On peut très bien faire une taxe exceptionnelle pour les grandes fortunes sans que ça soit la taxe Zuckman, ce sont les deux. Oui, on changera de nom. Merci beaucoup. Alors, je présume que vous êtes professeur de droit constitutionnel Et de droit fiscal. et de droit fiscal Ah, bah. également. Merci beaucoup. Vivien Romain-Malango, vous étiez notre invité spécial, coordonnateur du Parti Debout pour le Congo et du mouvement des mécontents. Et vous venez de publier cet ouvrage intitulé « Le quinquennat transitoire 5 ans » pour remettre le Congo sur les rails. Et c'est aux éditions Les Mécontents. On n'a jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. Exact. Merci. Merci Jean-Paul Benoît, merci d'être venu. Grégory Sileni, merci. Merci Alfred Changolo-Koro, merci beaucoup. Et merci à l'exceptionnelle équipe technique avec Romain Clicquot de Menck aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. Prenez grand soin de vous. À très vite. Merci.